Bonjour et merci de votre fidélité à Objectif 2023. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ces plateaux Maître Arlette Odiaka Chama, avocate et présidente exécutive du mouvement CEDUC, collectif pour le développement et l'unité du Congo. Bonjour Maître. Bonjour Madame Cléopâtre. Bienvenue dans Objectif 2023. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, selon vous, l'Union sacrée pour la nation serait le principal acteur du blocage du processus électoral. Comment expliquez-vous ces affirmations? Avant tout, laissez-moi préciser ce qu'on peut entendre par Union sacrée pour vous permettre de comprendre facilement pourquoi et comment elle est à la base du blocage dans le déroulement du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. L'Union sacrée, c'est la coalition au pouvoir. C'est la majorité parlementaire et présidentielle à ce jour. C'est la famille politique du chef de l'État qui l'accompagne dans l'accomplissement de ses missions constitutionnelles, essentiellement assurer le fonctionnement régulier des institutions de la République, y compris les institutions d'appui à la démocratie, dont notamment la Commission électorale nationale indépendante. Et c'est en démocratie, c'est l'union, c'est la majorité parlementaire qui gouverne la République. Lorsqu'il y a un problème qui surgit, qui touche à la vie et la souveraineté de la nation, c'est à la majorité parlementaire de convoquer un cadre de concertation, soit institutionnel, soit extra-institutionnel, pour amener la classe politique à réfléchir et à dégager de pistes de solutions. Est-ce que c'est le cas pour le moment? Évidemment, oui. Il se pose un problème que les confessions religieuses à qui la mission de désigner le président de la CENI avait été confiée ont abouti par un échec. Naturellement, c'est à l'Union sacrée de convoquer le dialogue ou alors le cadre de concertation conformément à l'article 10 de la loi portant statut de l'opposition. Cet article qui dit qu'en cas d'une situation donnée dans la vie de la nation, l'opposition et la majorité doivent se retrouver et lever des options. À vous attendre parler, c'est comme s'il n'y a pas d'autre alternative que ces cadres de concertation, que vous estimez que seule l'Union sacrée devrait faire appel à ça pour régler les différends? C'est pas nous qui le voulons, c'est la force des choses, c'est le concours de circonstances. Figurez-vous qu'il a été, comme je l'ai dit, confié à la société civile sous composante confession religieuse la mission de désigner, n'est-ce pas, le prochain président de la CENI. Personne n'avait pensé que les chefs religieux pouvaient ne pas se mettre d'accord sur les fondamentaux et nous donner finalement un président de la CENI. Mais à la surprise générale, il y a un procès-verbal de non-consensus signé par tous les membres des confessions religieuses pour constater l'échec dans la recherche du consensus. Serait au sein de confessions religieuses, par exemple, de passer au vote pour départir tous ces gens. Mais la charte qui régit cette composante n'a pas prévu qu'en cas d'échec, il faudrait de nouveau... de consensus. Oui, moi je considère cela comme un échec parce que la charte voudrait que, en cas d'absence de consensus, qu'il y ait une opération de vote à laquelle toutes les parties prenantes devraient participer et désigner un président de la CENI. Faute pour eux de tomber d'accord même sur les votes, ça veut dire que c'est un échec, il n'y a pas autre chose à dire. Et cette charte n'a jamais dit qu'en cas d'un échec, il faut une seconde chance. C'est la classe politique qui avait décidé de confier cette mission à la société civile. En vertu de la théorie du parallélisme des formes et de compétences, partant du fait que c'est cette classe politique qui avait confié cette mission, c'est à elle de réfléchir face à l'échec, comment avancer autrement. C'est pour cette raison, sachant que elle relève essentiellement du pouvoir ou de l'autorité de l'Union sacrée, aujourd'hui majorité présidentielle, n'est pas le faire. C'est tout simplement ça, concourir
ou entretenir le blocage et même en être à la base. Donc, la meilleure option, selon vous, pour sortir de cette impasse et tourner complètement la page de désignation des animateurs de la CENI, ce serait de convoquer un dialogue? Tout simplement, mais on comprend aussi le fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais est hostile au dialogue en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que les précédents dialogues ont été pour la plupart détournés de leur objectif. Ça a été des dialogues qui après ne sont pas restés sur la thématique de départ, qui ont abouti au partage de postes, au partage des responsabilités, alors que logiquement, ça ne devrait pas être le cas. Et en ce moment, quand nous parlons des dialogues, ce n'est pas pour permettre, par exemple, au FCC d'intégrer le gouvernement de la République, ce n'est pas non plus pour permettre la MOCA d'intégrer le gouvernement de la République, ni moins encore les structures de la société civile, mais tout simplement la thématique par les élections, parce que les élections, ça touche à la vie de la nation, ça touche à la souveraineté de la nation, ça relève du peuple. Il faudrait que ces peuples regroupés ou représentés dans chacune des forces vives de la nation se trouvent concernés dans l'amélioration du processus électoral prochain. Donc, la seule thématique qui sera abordée lors de ces dialogues, si jamais il y aura ces dialogues, ce serait les élections, le processus électoral? Oui, parce qu'il faut que la CENI soit crédible. Il faut que les prochains résultats de l'élection, tant présidentielle que législative, convainquent le peuple congolais. C'est tout cela notre préoccupation. Et le bien fondé, c'est que ça nous donnera des élections chaque fois meilleures, celles d'après que celles d'avant. On a pu réussir le pari d'organiser en 2011 des élections meilleures que celles de 2006. En 2018, beaucoup meilleures que celles de 2011. En 2023, il faudrait qu'elles soient encore plus améliorées que celle de 2018. Et c'est ça notre objectif lorsqu'on appelle au dialogue. Alors, comment analysez-vous le fait que, par exemple, le FCC ou la MOCA ou encore Ensemble pour la République qui plaident pour un processus le plus consensuel avant d'avancer, n'est-ce pas que ça aussi, ce serait un point de blocage? Non, c'est tout le contraire. En démocratie, les dialogues doivent être permanents. Du choc des idées jaillit toujours la lumière. Et les élections, ce n'est pas l'affaire d'un groupe des Congolais, c'est l'affaire de l'ensemble du peuple congolais. Nous trouvons qu'il est très important que ces consensus, ne serait-ce que les minimums, soient recherchés et que les processus électoraux prochains soient apaisés. C'est surtout ça. Et parmi les points, il y a notamment la dépolitisation de la CENI. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on doit toujours parler de la dépolitisation de la CENI alors que la loi sur la CENI a déjà été promulguée? Déjà, laissez-moi vous dire que nous, le CEDUC, Collectif pour le développement et l'unité du Congo, une ASBL, une structure de la société civile, nous sommes aussi pour la dépolitisation de la CENI. Nous ne voulons pas d'une CENI politisée. Pourquoi? Parce que la CENI politisée, c'est une CENI aux ordres d'un groupe des politiques. Nous voulons plutôt une CENI politique. Entendez par là une CENI constituée ou composée de membres délégués par différents partis politiques. Vous savez, en 2011, le candidat Etienne Tshisekedi Amulumba aurait pu ne pas se présenter aux élections parce que son parti n'avait véritablement pas délégué des membres au sein de la centrale électorale. Pourquoi il y était quand même allé? C'est parce que dans l'opposition, notamment le MLC, avait dû déléguer, on se souvient encore, le professeur Njoli pour composer la CENI. Alors, quand une frange de la classe politique a ces éléments au sein de la centrale électorale, il croit d'une certaine manière à la crédibilité de ce scrutin-là. C'est ce que nous voulons. Vous savez que par le passé, il a été critiqué
les différents processus électoraux que nous avons connus, est-ce que c'est parce que réellement ils étaient corrompus? Peut-être pas, mais plutôt parce que les délégués de la centrale électorale n'ont pas été ceux voulus par les forces politiques. Le souhait aujourd'hui, c'est que la classe politique se retrouve, qu'il lève des options sur les réformes consensuelles les plus utiles ou les plus nécessaires pour le prochain processus électoral et que chaque formation politique délègue ses membres au sein de la centrale électorale. Ça va tout simplement donner plus de crédibilité à ce scrutin. Vous êtes pour la dépolitisation de la CENI, vous, c'est Luc, avec une représentation des politiques, c'est ce que vous dites. Oui. Mais qu'est-ce qui dérange dans cette nouvelle loi sur la CENI, par exemple, de votre côté? Déjà, le fait que la désignation du président de la CENI soit confiée à la société civile, alors que dans le fait, la société civile s'est montrée incapable de faire taire, incapable de tomber d'accord sur un consensus. On a vu les efforts fournis par l'Église catholique qui n'ont pas été acceptés par d'autres. Malheureusement, la conclusion, elle est imputable à tous. La conclusion est que ils ont récolté un échec dans la désignation du président de la CENI. Alors, la loi électorale qui a confié cette mission à la CENI, elle ne cadre plus avec la réalité du moment. La conséquence est que elle doit être modifiée, elle doit être changée. Mais qui doit décider de ce changement? C'est la classe politique dans son ensemble. C'est ainsi que je dis. Aujourd'hui, le dialogue, ce n'est pas le vœu d'un individu. C'est la force de choses. On ne peut pas s'en passer. Et notre souhait est qu'il se tienne dans le délai, qu'il se tienne à temps. Vous voyez le dialogue de 2016, il a été tenu largement en retard. La conséquence est que les élections ont été décalées de 2 ans. Et vous estimez qu'à chaque cycle électoral, il doit y avoir un dialogue? Je vous ai dit que nous sommes en démocratie. Et en démocratie, le dialogue doit être permanent. Et forcément, il faut y avoir dialogue avant les élections. Parce que un mandat électif a ses réalités. Il ne faut pas penser que celui d'après aura les mêmes réalités. À chaque élection, il y a d'autres partis politiques qui naissent, il y a d'autres courants politiques qui naissent, mais il faudrait qu'ils soient pris en compte avant le départ pour un nouveau cycle électoral. C'est tout simplement répondre à une certaine logique, répondre au bon sens, et on estime que la classe politique congolaise en est capable. Alors, en parlant toujours de confession religieuse, les dieux SCC Cinco avaient sollicité l'arbitrage du président de la République, option rejetée par le chef de l'État. Quelle lecture faites-vous de sa position? Déjà que nous appelons au dialogue, nous ne pouvons que saluer la position du chef de l'État. Si arbitrage devait être fait, ça aurait dû être en cours, au moment même du processus de désignation du président de la CENI. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un procès verbal contresigné par tous les membres de confession religieuse qui constate la fin de travaux dans cette composante. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Je ne comprends même pas pourquoi, après le procès verbal signé par 8 confessions religieuses, il y en a eu un autre signé par 6 confessions religieuses. On a même entendu les ténors de l'Union sacrée tenter d'imposer l'entérinement de ce candidat, pourtant irrégulièrement désigné. Il y a même ceux de la société civile, certains de la société civile qui exigent l'entérinement de membres de la CENI proposés par les 6 autres confessions religieuses. Pas forcément parce qu'ils le veulent de ce candidat-là, mais parce que sachant que le président de la CENI, c'est l'acteur majeur, ils savent que plus il y a blocage à ce niveau-là, il y aurait également blocage dans la désignation de leurs membres. Ça, c'est pour un intérêt personnel. Et parlant du Congo, on doit très souvent mettre en avant-plan l'intérêt général. Pour nous,
l'intérêt général, c'est que les processus dans son ensemble soient sécurisés, soient portés par l'ensemble du peuple congolais, et cela nous amènera à des résultats acceptés, à un processus électoral apaisé, crédible, libre, démocratique, et que sais-je encore. Alors, parmi les matières retenues lors de cette session de septembre, il y a notamment l'enterrement des animateurs de la CENI. Quel devrait être le rôle de l'Assemblée nationale en ce moment, quand on sait qu'il y a toujours discordance des vues au sein de chefs religieux, et vous avez votre position faisant appel à un dialogue? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale devait faire? Entériner ou pas? Madame, laissez-moi vous dire que l'entérinement de M. Denis Kadima ne se fera pas. Vous avez cette certitude? J'ai la pleine certitude, parce que si l'Union sacrée avait la facilité de faire ce passage en force, il l'aurait déjà fait. Mais est-ce qu'il revient à l'Union sacrée de le faire? Aujourd'hui tombé ou bloqué par son propre piège. Vous savez qu'à une certaine époque, il a dû véhiculer les messages selon lesquels il aurait réellement la majorité parlementaire. Or, lorsqu'on a une majorité parlementaire, il suffit qu'une mesure quelconque qui touche à la vie de la nation soit prise à un certain niveau, dès lors qu'elle vous convient, dès lors qu'elle convient plutôt à la majorité parlementaire, la majorité présidentielle, et la fait passer. Malheureusement, à voir tel que les choses se déroulent, à ce jour, l'Union sacrée ne se sent pas réellement équipée en députés, en force politique acquise. Forcément, à l'Union sacrée, il ne saura pas c'est les chefs de confession religieuse qui n'ont pas pu faire accomplir la mission leur confiée. Madame, je vous ai dit que le travail au niveau de confession religieuse est déjà clôturé par le procès verbal de non-consensus contresigné par le chef religieux. À partir de ce moment, il n'y a plus rien autre, il y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire au niveau de confession religieuse. Il n'y a plus rien, il n'y a pas à faire non plus au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que la loi électorale dit que la mise en place de la commission spéciale paritaire est tributaire à la transmission par différentes composantes de leurs délégués au sein de la centrale électorale. Partant du fait que les confessions religieuses n'ont pas pu désigner l'acteur majeur, le président de la Commission électorale nationale indépendante, partant du fait que toutes les autres composantes, y compris l'Union sacrée, n'a pas délégué ces gens à la centrale électorale, la commission paritaire ne pouvait même pas se constituer. Par conséquent, l'Assemblée plénière n'a rien à faire. Est-ce vraiment paritaire que ça? C'est ce que je vous dis. Non seulement que son côté paritaire est critiqué par la classe politique, mais aussi et surtout, elle ne pouvait pas se constituer partant du fait que les composantes qui devaient envoyer leurs délégués ne l'ont pas fait. C'est pour vous dire que réellement l'Union sacrée est à la base du blocage. Il l'entretient même. Figurez-vous que c'est depuis les 17, je pense les 19 juillet 2020 que le président de la République avait refusé d'entériner Ronsard Malonda partant du fait que la procédure de sa désignation était irrégulière. On a vu l'actuel président de la CENI au mois d'avril de cette année interpeller et alerter la représentation nationale sur le fait que le processus électoral avait déjà connu un sérieux retard. Jusque-là, l'insensibilité de l'Union sacrée interpelle tout le monde. On ne peut pas parler d'une autre force politique parce que c'est l'Union sacrée qui gouverne la République. Non, selon vous, l'Union sacrée devait prendre l'initiative de convier tout le monde à table, de parler de cette question. Conformément à l'article 10 de la loi portant statut de l'opposition politique, conformément à l'article 5 de la Constitution qui dit que les élections touchent à la souveraineté nationale et cette souveraineté nationale appartient au peuple et c'est au peuple, seulement au peuple,
de désigner de quelle manière sera, de décider, pardon, de quelle manière devrait se conduire le processus électoral, et ce peuple-là est représenté dans les familles politiques et toutes les autres forces, toutes les autres parties prenantes au processus électoral. C'est pour cette raison que nous convions la classe politique au dialogue, tout simplement pour parler des élections et que des bonnes pistes de solutions soient par conséquent trouvées. Vous insistez sur les dialogues, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait des concrets en termes de contacts, tout ça? Déjà que votre plateau, c'est l'un des canaux que nous utilisons, je vous en remercie. Nous approchons les forces politiques au travers la sensibilisation, au travers nos communiqués officiels, au travers nos correspondances. On va même commencer à les approcher les uns après les autres, mais nous croyons aussi à leur capacité de résilience. Celle-là de croire réellement que le pays, en ce moment, il est bloqué, il est accroché quelque part et que, au nom du sursaut patriotique, ils peuvent, sans même attendre l'appel du CEDUC, se mettre ensemble autour d'un dialogue. Mais est-ce qu'il y a du répondant dans ce que vous conclusions. Oui, petit à petit, c'est ce qu'on doit dire, mais nous gardons espoir, madame. Mais c'est petit à petit, n'est-ce pas, qu'on perd aussi du temps? C'est tout cela qui nous amène encore à revenir sur la responsabilité de la majorité parlementaire. Ils doivent vraiment arrêter de traîner les pas, parce qu'il y a une responsabilité, la responsabilité du chef de l'État qui est aussi de veiller strictement au respect du mandat électif. Alors, le gouvernement insiste sur l'organisation d'un recensement, et les premiers recensements en RDC a eu lieu il y a 37 ans déjà, et aussi l'identification de la population avant 2023. Mais est-ce que vous pensez que ces opérations pourront être réalisées dans les délais? On espère bien. Le gouvernement, il a un programme qu'il est en train d'exécuter. Si il dit que d'ici 2023, il pourra finir avec l'identification de la population, pourquoi ne pas y croire? Mais où se situe le problème? C'est lorsque on veut ou on nous fait entendre que l'identification de la population serait un obstacle à la tenue des élections et qu'on ne pourra revenir sur les schémas de la tenue des élections qu'après avoir fini cette identification. C'est là que ce n'est pas correct. Il faut demander à ces gens-là d'où est-ce qu'ils tirent ce raisonnement. Nous sommes de ceux qui pensons, bien sûr, tout en se basant sur les fondamentaux de la République, que la tenue des élections ne peut pas être subordonnée à l'identification de la population. La responsabilité qu'a le gouvernement, c'est essentiellement de respecter le mandat électif. Si celui de ce moment commence le recensement et ne le termine pas, en vertu du principe de la continuité de l'État, il y aura un autre gouvernement qui viendra finir avec l'identification. Vous savez quand même que aujourd'hui l'Union sacrée, ou alors l'actuelle majorité présidentielle, elle se bombe le torse, n'est-ce pas, pour avoir mis en place la gratuité de l'enseignement. Mais cette gratuité de l'enseignement, elle est dans la Constitution votée en 2006, pardon, qui n'était pas une constitution votée sous l'empire de l'Union sacrée. Il l'a fait en vertu du principe de la continuité de l'État. Donc, si le gouvernement Sama Lukonde devrait amorcer le processus, il y aura un autre qui viendra le terminer. Non? Alors, si on doit parler de risque, ça veut dire qu'il y a de la mauvaise foi dans le chef de ceux qui évoquent la question. Mais on ne se joue pas du peuple. Le peuple est en train d'observer. Le peuple a confié un mandat de 5 ans aux dirigeants d'aujourd'hui. Arrivé à 5 ans, s'il n'y a pas d'autres élections organisées, eh ben, quelle que soit la raison, le peuple se prendra en charge. Alors, la proposition de loi sur les verrouillages à l'accès de certaines fonctions régaliennes a été rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale. Votre point de vue? Je me félicite.
je ne dirais pas je, nous félicitons, nous CEDUC, parce que nous avions appelé au rejet de cette loi, nous avions évoqué le fait qu'elle était anticonstitutionnelle, le fait qu'elle était incohérente, anticonstitutionnelle sur 2 points, parce que cette loi parle de la double nationalité, tandis que l'article 10 de la Constitution consacre l'exclusivité de la nationalité congolaise. Le deuxième volet de l'anticonstitutionnalité, c'est que la loi, elle ajoute un autre critérium pour être candidat président de la République, notamment être de père et de mère congolais, tandis que l'article 72 de la Constitution dit que ne peut être président de la République qu'un Congolais d'origine. Et le Congolais d'origine, la loi sur la nationalité l'a très bien défini, c'est celui qui a soit un père, soit une mère congolaise, c'est lui. Il y a autant de critériums qui est tout à fait différent de ces données par la proposition de loi Tchani. Elle est aussi incohérente parce que elle comprend en son sein et la matière relative à la nationalité et la matière relative à la loi électorale. Tandis que dans son intitulé, cette proposition de loi dit être une modification à la loi sur la nationalité. Toutes ces incohérences ne pouvaient amener que le bureau d'études de l'Assemblée nationale de la rejeter. Nous nous félicitons, nous saluons ces sursauts patriotiques du bureau d'études de l'Assemblée nationale et appelons, n'est-ce pas, la classe politique, surtout la classe politique dirigeante, à toujours mettre en avant-plan le respect de loi. Parce que pour nous, respecter les lois, respecter les engagements politiques, c'est les fondamentaux pour le développement d'un pays. Et une classe politique qui ne respecte pas ces choses-là, qui ne respecte pas les règles du jeu démocratique, qui ne respecte pas la loi et les engagements politiques, est appelée à disparaître. C'est le cas aujourd'hui en Guinée, au Mali, au Tchad, où la classe politique n'a pas aidé le président de la République. Aujourd'hui, ce sont les militaires qui dirigent et cette classe politique-là a disparu. Voilà, il y a aussi la réforme sur la loi électorale en vue. Quelles devaient être les priorités selon vous sur cette question? Les priorités, c'est de donner à la République une CENI politique pour le moment. Vous savez, dans le processus électoral, on peut avoir de prévisions à court, à moyen, à long terme. En ce moment, parce que nous sommes déjà en plein processus électoral, on ne peut pas mettre en place plusieurs réformes. Ça risque de ne pas être faisable. C'est ainsi qu'il faut voir ensemble, au travers le dialogue que auquel nous appelons la classe politique, quelles peuvent être les priorités à moyen terme, à court terme et à long terme. Et actuellement, pour nous, à moyen terme, c'est une CENI politique. Une CENI politique, pour nous, c'est la CENI qui est composée des délégués des partis politiques et que la société civile ne vienne jouer que les rôles d'observateurs. Nous ne voulons pas d'une CENI politisée, parce que la CENI politisée, c'est une CENI aux ordres d'un groupe politique. Ça ne va pas aider la République ça sera pas aux à se tirer. Vous vous contredisez pas? Pas du tout, pas du tout. La CENI politique, la CENI composée des délégués des partis politiques, c'est une CENI qui rassure tout citoyen congolais, n'est-ce pas qu'ils de quelque bord que ce soit, de pouvoir s'organiser. Mais pas du tout, madame. Chacun veillera d'abord à ce que l'autre groupe sur ses intérêts. Au-delà de veiller sur ses intérêts, mais vous savez aussi que la politique, c'est toujours et avant tout la défense des intérêts. Mais il ne faudrait pas que lorsque vous défendez vos intérêts, que vous puissiez empiéter sur les intérêts des autres. C'est pour cette raison que nous proposons que la société civile joue ce rôle d'observateur. Dans son rôle d'observateur, il jouera effectivement le rôle d'arbitre, et ce rôle d'arbitre qui empêchera que l'influence des partis politiques vienne abîmer tout le travail qui a été préparé. Oui, absolument. Souvenez-vous de ce que disait Tenti Sekedi.
même d'autres acteurs politiques, que tout ce qui détruit les pays, c'est l'absence de la volonté politique. Autour du dialogue, toutes ces questions seront abordées et nous croyons en l'engagement politique de notre classe politique d'aujourd'hui et pensons que celle-là, représentée dans Union Sacrée, représentée dans la MOUCA, représentée dans le FCC, saura enfin faire taire les égos pour aussi faire triompher la République. Alors, au regard de toutes les préoccupations évoquées tout à l'heure, pensez-vous que les élections de 2023 en République démocratique du Congo sont tenables et qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour ne pas tomber dans un glissement? Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Le peuple congolais souffre sérieusement. L'amélioration du social du Congolais n'est pas encore au rendez-vous, contrairement aux promesses de l'actuel pouvoir, contrairement aux espoirs suscités par l'avènement de l'alternance politique et la passation civilisée du pouvoir au sommet de l'État. Il faudrait respecter pour une fois ce peuple-là en tenant tout simplement les élections dans les délais prévus. Les élections démocratiques dans notre pays ont commencé à se tenir en 2006. À chacune des occasions, les délais constitutionnels ont été respectés. Pourquoi aujourd'hui, où un parti qui a milité pendant 37 ans dans l'opposition peut ne pas être capable d'organiser des élections dans le délai? Certainement, quelqu'un dira qu'en 2016, les élections ne sont pas tenues pour se tenir en 2018. Mais on peut quand même se souvenir que la prolongation de ces élections, ça n'a pas été par la volonté seule de l'ancien président Joseph Kabila. La proposition avait été mise sur la table. L'ancien président avait dit à la classe politique que soit on organise les élections en 2016 avec des financements de la communauté internationale, soit on les décale de quelque temps pour pouvoir les organiser avec le contribuable congolais, avec le trésor public congolais. Ça libère l'État, ça libère le pays de la domination occidentale. Mais la classe politique l'avait accepté et l'a fait accepter au peuple. Concrètement, vous estimez que les élections sont tenables en 2023 ou pas? Les élections doivent se tenir en 2023. Je vous ai dit que ce n'est pas une option, c'est une obligation. Ne pas se tenir en 2023 sera le couronnement de l'échec puissant du gouvernement actuel, je dirais même du régime. Nous voulons absolument que le dialogue se tienne parce qu'il y a aussi ce problème de partage d'expérience. Vous conviendrez avec moi que à ce jour, les ténors de l'Union Sacrée, parmi eux, il n'y a pas de personnalités qui ont de l'expérience en matière d'organisation des élections. Contrairement à la MOUCA où il y a l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, au FCC, il y a l'ancien président de la République Joseph Kabila et tant d'autres personnalités ayant fait leurs preuves en matière d'organisation des élections. Voilà un autre avantage du dialogue qui permettra ce partage d'expérience. Le dialogue permettra une occasion de réconciliation entre les acteurs de la classe politique. Le dialogue permettra aussi de conserver la culture démocratique qui a fait que, depuis toutes ces années, à chaque approche des élections, il y a eu des dialogues, il y a eu des accords en vue de faire accepter au peuple les résultats des urnes. Maître Oudi, un mot pour clôturer? Je vous remercie de votre invitation, je remercie tous ceux qui nous suivent et j'attire l'attention du peuple congolais à travers votre plateau sur le fait que le dialogue que nous souhaitons de tous nos voeux, ce n'est pas pour le positionnement du CEDUC, ce n'est pas pour le positionnement des X ou des Y. C'est un dialogue qui n'aura pour thématique que les élections. Il faudrait que la tenue des élections soit portée par l'ensemble du peuple congolais. Ne pas le faire nous amènera encore à passer à côté de l'objectif. Passer à côté de l'objectif, c'est organiser une fois de plus des élections qui ne soient pas acceptées par le peuple congolais. Dans d'autres pays, il ne se pose plus la question des élections. Tout le monde sait qu'en allant aux élections, les résultats seront les bons. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine crédibilité apportée à ces institutions. On voudrait
que ce cas se vive aussi en République démocratique du Congo, autant que nous avons vécu en 2018 l'alternance politique et la passation civilisée du pouvoir au sommet de l'État. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Objectif 2023 de ces jours est terminé. Grand merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.